Alors, sur la scène judiciaire, Alexandre, ce sera le retour en cours là, de la mère de la petite fille de 3 ans aujourd'hui. Oui, Mme Rachel Ella Todd, là, qui doit répondre à des accusations d'abandon d'enfants. Est-ce qu'il y a d'autres chefs d'accusation qui pourraient s'ajouter à tout ça? C'est une question qui se pose. Est-ce qu'elle va pouvoir recouvrer la liberté également? Est-ce qu'elle va pouvoir un jour espérer avoir la garde de sa fille? Toutes sortes de questions qui restent en suspens. Bien évidemment, on aura plus de réponses là, en cours de journée au fur et à mesure que l'audience va se dérouler. Puis c'est encore, une fois, la question de la survie de la fillette, là, qui est sur toutes les lèvres, puis qui sincèrement, tire toutes sortes de questions là, aux experts. Et une des théories qui a été avancée, entre autres, dans les pages de Radio-Canada par la pédopsychiatre Cécile Rousseau, je t'avoue, ça m'a interpellé. Elle a parlé de la dissociation, qui est un mécanisme qui, oui, arrive évidemment pour les adultes aussi, mais chez les enfants, qui peut survenir là, dans des cas d'émotions fortes ou de moments comme ceux-là, dans lesquels les enfants, quand ils sont tout seuls comme ça, mais au lieu de paniquer, au lieu de continuer à pleurer en continu, ils vont faire une dissociation. Ils se retrouvent comme dans une bulle, se déconnectent du monde extérieur. Ils attendent, ils vont dormir, ils arrêtent presque même de bouger, un peu comme s'ils tombaient en hibernation. Ce qui, sur le moment, peut leur permettre de survivre, comme c'est peut-être le cas de cette fillette de 3 ans. C'est une des hypothèses qui est avancée. Par contre, est-ce que ça pourrait lui nuire dans son développement plus tard puis dans le reste de sa vie? Il y a des risques quand même quand on fait un épisode de dissociation aussi important qu'on se mette à refaire la même chose quand il va y avoir toutes sortes d'adversités dans la vie plus tard. Il est trop tôt pour s'avancer, mais ce serait une théorie qui pourrait expliquer le fait que juste psychologiquement, elle ait pu rester stable. C'est la grande question qui nous occupe toujours aujourd'hui, c'est-à-dire comment une petite fille de 3 ans a pu survivre aussi longtemps, abandonnée comme ça dans la nature, avec les aléas de la météo, avec les dangers que le terrain peut représenter aussi. Parce que selon l'enquête policière, selon les dernières informations qu'on a, il n'y a rien qui n'indique qu'elle aurait eu de l'aide. Mm-hmm. Alors, disons, si on fait la trame factuelle de ça, là, tout indique que la mère l'aurait déposée donc à proximité de l'autoroute 417, là, dans ce champ de Saint-Albert en Ontario. Et la petite fille serait restée là pendant 4 jours, jusqu'à ce que les policiers, grâce à un drone, puis on peut remercier la technologie, grâce à un drone, qui ont pu finalement la repérer et lui prêter assistance. Maintenant, on sait qu'elle a été transportée à l'hôpital pour recevoir certains soins, souffrait de déshydratation, ça c'est clair. Mais moi, je me questionne vraiment. Je me questionne vraiment sur, quel genre d'expertise seront menées pour l'état de santé mentale de la mère. Il y a toujours la question de la confiance du public envers la justice. Là, on a un exemple flagrant dans ce cas-ci. C'est une cause où, je pense, on a tous été impliqués émotivement dans cette histoire-là. Mm-hmm. Ça vient chercher les parents particulièrement d'un peu partout dans la province. Combien de parents ont serré très, très fort leurs enfants dans leurs bras mercredi soir? Mon voisin, une petite fille du même âge que la fillette qui est disparue, puis je l'ai croisée hier, puis ceux qui me disaient, on n'était plus capable d'écouter même la télévision, on venait larmes aux yeux. Tellement crève-cœur. Alors, ce serait intéressant, les décisions qui seront prises par le système judiciaire aujourd'hui. Est-ce qu'il y aura ajout d'accusation? Est-ce qu'il y aura une expertise de santé mentale demandée? Et est-ce qu'elle va retrouver sa liberté? Ça, ce point-là, c'est ce qu'on va assurément surveiller aujourd'hui. Il faut absolument revenir sur tout le fiasco entourant sa clique. Parce que là, on est sur la fin de cette... première partie, si on veut, là, de cette commission d'enquête. Parce qu'ils prennent relâche tout l'été. Hein? Oui, c'est important de le mentionner. Mm-hmm. C'est ça. Ça va reprendre cet automne, mais là, aujourd'hui, ce sera la fin du contre-interrogatoire de l'ancien PDG de la SAC. Et hier, là, sincèrement, on a eu des petits bijoux, notamment des réactions très vives de la part du juge Galland, mais on a l'impression que là, la chaleur commence à augmenter sur le politique. Oui, absolument, parce que c'est le dossier qui ne cesse de donner. Littéralement, il y a toujours une nouvelle manchette chaque jour, puis cette fois-ci, on éclabousse directement le cabinet du premier ministre François Legault lui-même, là, parce qu'on apprend que le plus haut fonctionnaire de l'État, M. Yves Ouellette, aurait été informé, lui, en pleine campagne électorale, là, directement par Denis Marcellet, du moins c'est ce qu'il affirme, cet ancien PDG de sa clique. Il serait allé, lui, de SAC et donc de sa clique,
il serait allé lui dire directement, là, dans une rencontre, là, on a les dates 7 septembre 2022, remet un document à M. Ouellet, qui était le secrétaire général du gouvernement. Là. Ça vous dit quelque chose, ce poste-là? C'est ce que Michael Sabia est allé décrocher directement, mais au fédéral, là, quitter Hydro-Québec pour se rendre dans le même genre de poste. Donc, c'est le fonctionnaire le plus important de l'État. Exact. C'est vraiment comme le bras droit, si vous voulez, là, non élu de M. Legault. Et donc, lui, là, reçoit un document, il est écrit noir sur blanc dans le document qu'il y a des dépassements de coûts dans le projet SACLIC. Là, on parle du fameux 222 millions de dollars qu'il faut aller chercher. On dit que les coffres sont vides également et qu'il y a des plans dans le document pour dissimuler ce montant-là à la population. Il y a des plans ébauchés directement par la SAC. Parce que ça arrive en pleine campagne électorale. Ben oui, et là, on parle du fameux le risque politique et médiatique. Là. C'est ce dont on avertit ce haut fonctionnaire. Le risque pour le contribuable de se faire fourrer, ça, y a-tu quelqu'un qui a comme pris ça en considération? Je sais pas si dans les différentes stratégies noir là? sur blanc, risque se faire fourrer. Non, je demande, non, d'un contribuable qui paye beaucoup d'impôts. Là. Je vais juste vérifier. Là. Exact. Ben, et là, c'est assez hallucinant. Il y a 2 plans qui sont ébauchés. On dit soit vous faites un paiement unique de 222 millions ou nous vous recommandons faire un fractionnement du contrat. Donc, un premier paiement qui serait moins de 10% du contrat initial, ce qui fait en sorte qu'on ne le divulgue pas publiquement et donc que ça passe complètement sous le radar. Je rappelle que François Legault a toujours martelé, lui ainsi que ses ministres, M. Bonnardel, Mme Guilbeault, qui n'ont jamais été mis au courant de tout ça. Est-ce que c'est possible que le bras droit du premier ministre reçoive ce document-là, soit briefé, même si c'est la SAC qui a ultimement pris la décision de camoufler le montant, là, c'est pas le cabinet du premier ministre qui prenait la décision finale. Est-ce que c'est possible que ça se soit jamais rendu aux oreilles de M. Legault? On peut commencer à en douter. Là. Ça soulève effectivement des questions importantes sur le qui savait quoi à quel moment. Qui savait quoi à quel moment. Ça, il faut absolument savoir le fil conducteur de tout ça. Dans ce cas-ci, qu'on ait voulu le fractionner pour pas le divulguer, ça en dit long sur est-ce qu'on a vraiment les intérêts de la population à cœur puis les payeurs de taxes dans l'appareil de l'État. L'autre questionnement, moi, ce qui me dépasse, là, c'est notamment une espèce de... Et là, il s'est fait cuisiner là-dessus par la procureure, là, M. Marcellet, où on voit là, dans un document certains chiffres. Et là, ce qu'on dit, c'est qu'on garde on garde le cap là, sur les coups. Là. Ça va bien. Là. Tout va bien. Ça, c'est littéralement ce qu'on disait. Tout va bien, Mme la Marquise. Mais c'était de voir la face du juge Galland à ce moment-là, puis il s'est pas gêné pour exprimer là, vraiment là, son aberration face à la situation. Mais attention, à la SAAC, M. Marcellet affirme qu'il voulait être transparent, mais qu'il ne souhaitait pas être distrait à l'approche du projet SACLIC. Mais comment on est géré? SACLIC qui a super bien fonctionné à son lancement. Personne n'a été distrait, hein? Tout s'est bien passé de ce côté-là. Nous, on regarde ça de l'extérieur, puis la question qui nous habite, c'est comment c'est géré? T'sais, qui sont ces grands fonctionnaires là, qui sont à la tête de ces organisations-là? Des gros salaires de pacha, je m'excuse. Là, 30 000 des par année, gros salaires de pacha, ça ouvre pas ses courriels lui-même. Après ça, présentation, non, c'est pas les bons chiffres. Coudon! Non, mais personne ne se c'est parle. donc bien amateur. Non, personne n'est au courant. Ça me renverse. Vraiment, ce dossier-là, on n'en a pas fini avec. Moi, j'ai hâte, sincèrement, de voir ce que l'UPAC a récolté également. Parce que je pense que c'est un sentiment généralisé là, quand on sonde la population, les citoyens, c'est de voir qu'à date, il n'y a personne. Personne n'a perdu sa job. Personne n'a été directement blâmé. Ils ont des promotions. Et on aurait dû recevoir des éloges pour ce projet-là. Ben oui. Ça, c'est vrai, M. Oui, M. Carr, on a beaucoup J'ai failli pensé... tomber en bas de ma chaise, Jean-François. Fais-moi plus ça. On a beaucoup pensé qu'Éric Kerr arrivait dans le studio. Non, mais on a beaucoup cassé du sucre sur le dos d'Éric Kerr. OK? Mais là, visiblement, il y a certains élus qui n'ont pas eu les bons chiffres aussi. Là, quand les élus disaient on nous a menti, là, plus ça avance, cette commission-là, puis plus on voit qu'effectivement, il y avait des présentations PowerPoint, disons, je vais être gentil, là, qui n'étaient pas tout à fait précises. Là, il disait pas tout à fait, là, du moins, un état juste de la situation. Alors ça, c'est extrêmement, extrêmement préoccupant. Ça se termine aujourd'hui, ça reprendra à l'automne et on aura le fin détail, le fameux rapport qu'on attend tous un peu plus tard, là, en décembre, là, un peu de temps avant les fêtes. L'important, c'est de l'avoir aussi avant les élections de 2026. Là. Ouais. Ça presse et que les choses changent. Ultimement, là je vous répète, là, okay? Ça, c'est juste ce qui se passe à la SAC.
Et on en reparlera tout à l'heure, Alex, mais il y a un autre projet informatique majeur qui s'en vient du côté de la RTM également. Là, oui. On y reviendra. Est-ce que ça va devenir un autre saclic? Ben non. On est quand même en droit de Je pense qu'on peut prendre ça. une petite pause des projets informatiques. Moi là, à chaque fois que j'entends le terme virage numérique, je fais de l'urticaire. Sincèrement, là... On retient notre souffle. Virage... Mise à jour informatique, virage numérique. Non, mais c'est dur sur notre pression. On garde un œil avec attention aussi sur ce qui se passe à l'international parce que, bon, toujours très tendu entre Israël et l'Iran. Et pendant ce temps-là, il y a le président américain là, qui continue de sous-peser les différents scénarios et se donne 2 semaines pour prendre une décision à savoir est-ce que les Américains vont, oui ou non, intervenir dans le conflit. Il se donne 2 semaines. C'est une formulation que M. Trump a prise et reprise encore sur toutes sortes de sujets. Je rappelle qu'il avait dit la même chose par rapport à Vladimir Poutine puis aux négociations en Ukraine. Ah, je donne 2 semaines à Vladimir Poutine. On a passé les 2 semaines, il ne s'est rien passé. Donc, c'est une formulation qui revient souvent dans la bouche du président américain. « In 2 weeks, we'll see. » Dans 2 semaines, on va voir. Ce qui laisse un flou complet là, sur la situation au Moyen-Orient alors que les bombardements se poursuivent là, des 2 côtés, de l'Iran et de Israël. Mais là, pendant ce temps-là, il y a des signes qui mentent pas quand même. C'est que les États-Unis effectuent des déplacements de troupes vers le Moyen-Orient de manière accélérée là, déjà depuis quelques mois. Ça avait commencé alors qu'il y avait eu là, le conflit entre le Hamas et Israël. Et là, ça se poursuit. Là. On est passé de 30 000 militaires américains dans la région du Moyen-Orient à 40 000. Là. La plupart est déployés sur des navires, les fameux Carrier Strike Groups, ces groupes de navires qui accompagnent les porte-avions et qui se rendent en ce moment là, vers le Moyen-Orient. Il y en avait déjà un qui était présent sur place, un deuxième est en route également. J'en avais parlé plus tôt cette semaine, des F-16, des F-22, des F-35, 17 avions ravitailleurs également, une trentaine d'autres avions qui sont en train de se stationner en Europe à proximité également là, des zones de combat. En mars, c'est les bombardiers furtifs B-2 qui peuvent porter là, les fameuses bombes pénétrantes qui pourraient là, faire tomber les complexes enterrés iraniens. Eux aussi se sont rendus dans le coin. Et là, ce qu'on comprend aussi entre les lignes, c'est qu'il y a une chose là, qu'on souhaite éviter à tout prix, c'est de bloquer le fameux détroit d'Ormuz là, par lequel transite 20% du pétrole mondial dans le commerce. Et ça, c'est une menace qu'Israël a faite, l'Iran, a fait plus tôt cette semaine en disant on pourrait miner ce détroit-là, sacrer des mines à l'eau pour que tout le commerce du pétrole soit tellement risqué qu'il n'y a plus rien qui transite. Alors, vous imaginez aussi les répercussions, parce que, bon, c'est un conflit qui peut nous paraître très, très loin, mais déjà, le prix du baril dans les derniers jours a augmenté. Mm-hmm. Je m'en venais, là, tantôt, je regardais un peu autour de la station, moi, je vois du 1,65 $, on n'oublie pas qu'on paye aussi plus cher au Québec qu'ailleurs au Canada, mais ça, c'est un autre dossier. Mais effectivement, que ce conflit-là va venir accentuer la pression là, sur cette industrie. Oui, exact. Et ça pourrait aussi là, coïncider avec une reprise des tirs des Houthis, qui sont bien évidemment là, en attente de voir comment la situation peut dégénérer ou pas. Bref, là, c'est une poudrière ce qui se passe au Moyen-Orient. 2 semaines pour une interrogation pour le président américain. Tout le monde est sur le qui-vive. On a hâte de voir ce qui va se passer. Il souhaite quand même encore en arriver à un deal, là, à une entente avec l'Iran notamment, mais il y a assurément une fenêtre d'opportunité pour le président Trump. C'est en une du journal ce matin, Alexandre. La santé publique confirme 2 décès en raison des tiques et des moustiques. Oui, on sait que c'est la maladie de Lyme qui se propageait, là, entre autres déjà au Québec, mais il y en a d'autres, des pathologies qui sont transmises par les insectes piqueurs. Et cette fois-ci, là, c'est 2 premiers décès. L'anaplasmose dans un cas et un autre pour de l'encéphalite équine de l'Est, là, qui sont transmises, ces 2 maladies-là, oui par les tiques, oui par les moustiques également. C'est des maladies à déclaration obligatoire, mais le sexe, l'âge, l'identité des victimes, tout ça reste confidentiel pour l'instant. On dit que c'est des personnes qui avaient quand même déjà d'autres problèmes de santé, là, qui en sont décédées, donc ce serait une combinaison de facteurs. Mais là, l'encéphalite équine de l'Est, ça commence à inquiéter également, là, parce qu'on en avait vu des cas, entre autres dans la Naudière, dans les Laurentides également, mais habituellement, chez les chevaux là, qui meurent en quelques jours seulement, là, ça avait fait des ravages là, dans certaines écuries. Et là, c'est incurable, ça, que ça s'est transmis à l'humain. Entre 25 et 75% des personnes infectées vont en décéder. Là. C'est des symptômes qui ressemblent à une bonne grosse grippe, mais avec des effets plus précis au niveau des raideurs et surtout de la photophobie. Là. Les gens se mettent à avoir peur de la lumière, littéralement, et vont malheureusement souvent en décéder par la suite. Bon, on se comprend, c'est un premier décès, un premier cas. Faut pas paniquer avec ça tout de suite, mais
la bonne hygiène doit demeurer, hein, comme pour ces cas d'anasplasmose, parce que c'est bénin si c'est pris à temps. Tout comme la maladie de Lyme. On a besoin d'un cocktail d'antibiotiques. Donc, on recommande les mêmes choses que d'habitude. Si vous vous promenez particulièrement dans la région très, très pandémique de l'Estrie, autour de Bromont, des vêtements clairs, pâles et longs surtout. Auscultez tous vos membres lorsque vous sortez d'un boisé, d'un endroit qui est touffu, particulièrement les plis de votre peau, les aisselles, les coudes. C'est des endroits où parfois on peut rater une piqûre de tique, puis ça peut devenir beaucoup plus grave par la suite si c'est pris en retard. On peut se mettre aussi du chasse-moustique. J'ai parlé avec une professionnelle il y a 2 semaines environ qui disait que ça pouvait aider de mettre du chasse-moustique avant de sortir, puis aussi de prendre une douche dans les 2 heures après notre activité. Mettons, on est allé faire une randonnée, on revient à la maison, en dedans de 2 heures, là, idéalement, il faudrait prendre une douche pour justement prévenir ça. Et ça, c'est bon, effectivement, contre la maladie de Lyme. C'est bon pour notre hygiène personnelle aussi. Oui, c'est toujours recommandé. Aussi, mais tu sais, des fois, on va aller prendre une petite bière après ou un petit morceau. Là, c'est ça. Faut passer à la douche avant. Ben oui, c'est ça. Mettre coke et télétravail. Ouais, c'est pas ce que tu fais, Alex. Là. Non, il n'y a rien de ça qui est mon emploi du temps. Non, c'est ça. Surtout pas le télétravail dans ton cas. C'est dodo-auto, présentiel et voilà. Voilà. C'est un dossier un peu hallucinant là, dans les arrestations qui ont été là, effectuées dans les derniers jours là, par la police sur des dossiers de drogue qui sont propagés un peu partout. Et c'est une femme de Terrebonne, là, Alissa Sarkissian, qui est arrêtée mardi soir. Et cette jeune dame devait rester là, par rapport à des conditions de remise en liberté qui est imposées par la Cour. Elle doit moins sourire un matin, elle. Oui, elle devait rester chez elle. Elle était consignée à domicile parce qu'il y a toutes sortes de dossiers de fraude qui frappent cette dame-là. Parce qu'elle et son conjoint et complice allégués auraient fait toutes sortes de commandes par téléphone de plein de matériel pour sa cour, pour fournir également sa garde-robe avec des cartes de crédit volées. Il est allé commander toutes sortes de produits, s'est ramassé un barbecue, toutes sortes de choses. Donc, elle devait rester à la maison. Et pendant qu'elle était à la maison, elle s'est dit, pourquoi pas participer un peu plus dans mon télétravail, arrondir mes fins de mois. Elle vendait des kilos de cocaïne. Et là, on a saisi des vastes quantités de drogue chez elle, dans son domicile, 38 kg de cocaïne, 18 de cristal meth. Et on se rendait compte que c'est ça, les gens passaient à son domicile pendant ces conditions de remise en liberté et qu'elle vendait tout ce stock-là. Il y a même un client qui venait de sortir de chez elle quand les policiers sont arrivés, puis il a été arrêté, lui aussi, avec un sac rempli de 27 kg de coke. Et elle écoulait donc tout son stock pour un leader là, allégué qui est incarcérée en Ontario d'un gang avec lequel elle participe. Donc, toutes sortes d'accusations puis, qui vont s'ajouter à ceux de fraude qu'elle a contre elle. C'est sûr que c'est incriminant, ce que tu viens de nous décrire là. Marianne, c'était le dernier bulletin de Sophie Thibault. Qui a conclu sa carrière de journaliste et chef d'antenne à TVA et LCN hier. 37 ans de carrière, c'est pas rien quand même. Il y a plusieurs membres de l'équipe de TVA, de LCN qui ont tenu à lui rendre hommage. Il y a également le premier ministre François Legault qui lui a adressé quelques mots. Le patron de Québécois, Pierre-Carl Pelado, Emmanuel Latraverse, Paul Larocque, Richard Latendresse, Mario Dumont. Donc, ce ne sont que quelques personnes qui lui ont rendu hommage, beaucoup de gens de son équipe également. Et à la fin de son bulletin de 18h, elle a lu une lettre en s'adressant au public. C'était très touchant. C'était très touchant. C'était un message qui a été capté d'avance, pré-enregistré. On se doute des raisons, là, beaucoup d'émotions. On se rappelle, hier, je vous disais que son défi pour elle, ça allait être de garder son émotion, pas de rester froide, mais de... C'est difficile quand on vit quelque chose de touchant comme ça, mais en même temps, la télévision, donc pour elle, c'était vraiment un grand défi et elle a craqué sous l'émotion. Ça a donné un moment qui a été très émouvant de télévision. On peut d'ailleurs écouter un extrait. Je voulais vous exprimer d'abord ma gratitude, vous dire l'honneur qui a été le mien de servir dans ce beau métier, établir les faits, vérifier, contre-vérifier, douter, être à l'affût des mensonges, des manipulations, contrecarrer la proverbiale cassette. Le journalisme en ces temps troubles n'a jamais été aussi essentiel à mon humble avis. On en a vécu des choses ensemble, des gouvernements de toutes les couleurs,
des crises de tout Je trouvais ça beau de voir une autre Sophie Thibault qu'on a connue dans les dernières années. En fin de lettre, elle disait aussi qu'elle allait quitter les projecteurs pour, elle, mettre la lumière sur ces sujets. La caméra s'éteint sur moi, mais je vais tourner la mienne sur la beauté du monde. On sait que Sophie Thibault prend de très belles photos. Elle a sorti un livre, d'ailleurs, récemment. Donc, ça a été un moment très touchant, hier, au bulletin 18h. Sophie Thibault, c'est la première femme chef d'antenne en Amérique du Nord. Oui, non, mais ça, c'est important de le souligner. Oui. Parce que, notamment, pour toutes les femmes qui ont suivi ses pas, qui ont fait carrière dans le domaine de la télévision, le domaine journalistique, c'est important de le souligner à quel point cette grande dame-là a été une pionnière. Là. Tout à fait. Elle a fait ses débuts, elle l'a rappelé d'ailleurs à Télémétropole, aujourd'hui TVA. Elle était dans la mi-vingtaine. Puis elle dit, je suis arrivée jeune poulette du printemps en mai 1988. Dans une salle, il n'y avait pas de fenêtre, pas d'ordinateur, pas de cellulaire. Elle avait une pagette, un télésouffleur à manivelle. Et là, ça a commencé avec une dactylo, puis là, ça se termine avec les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle. Et elle a commencé dans la jeune vingtaine, donc des personnes, par exemple, pour moi, qui est dans la mi-vingtaine également, ou d'autres personnes qui étudient pour faire qu'est-ce que Sophie a fait pendant toutes ces années. C'est très inspirant. Puis je pense que hier, avec tous les hommages qu'on lui a rendus, je pense qu'elle a compris qu'elle n'était pas juste une chef d'antenne, qu'elle était très inspirante pour plusieurs personnes. C'est une grande Québécoise, ça c'est clair. En terminant au sport, les Pacers qui forcent finalement un 7e match dans la NBA. Ouais, puis de manière convaincante, là, ils ont écrasé le Thunder 108-91 hier soir. Donc, le 7e match là, va se tenir entre l'Indiana et Oklahoma City. Nos Québécois étaient quand même tranquilles là, dans ce match-là. Bénédicte Mathurin, seulement 2 points. C'était ses 23 ans, d'ailleurs. Il fêtait tout ça hier. Lugansdor, l'autre Montréalais, 3 points de son côté. Et donc, on va assister à une finale de la NBA, une première depuis 2016 là, qui se déroule en match 7. Ça va être enlevant à suivre.